Bonjour tout le monde, on retrouve Bonjour. de nouveau Nemo J'envoie et on va parler procédure collective. Alors, vu la chaleur, j'ai pas mis la chemise corporate, hein, là. Je me suis mis à l'aise parce que là, on enregistre au milieu de l'été. On va parler de choses pas rigolotes aujourd'hui avec, des choses qui sont vécues, dans le dur et on va parler des tiers. Alors, c'est un peu le tiers payant comme à la pharmacie, mais c'est vous qui payez là. Donc, ou dans les procédures collectives, comment ça se passe pour les gens, pas le chef d'entreprise, mais les gens qui sont autour? Déjà, à l'image de notre canicule, autant vous dire que c'est chaud. C'est non, non, c'est chaud. En fait, si vous voulez, déjà, faut comprendre que alors on a pu échanger dans un précédent épisode sur comment ça se passe pour le dirigeant, comment ça se passe pour l'entreprise qui est placée en procédure collective, donc sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, comment ça se passe pour elle, les enjeux pour le dirigeant. Mais il y a plus et il y a notamment d'énormes enjeux pour tous les tiers qui gravitent autour de la société, qu'on va appeler la société débitrice, celle qui est placée en procédure collective. Ça va être les clients, mais ça, je vais passer très, très vite dessus parce que c'est pas le gros du sujet. Ça va surtout être les co-contractants, les fournisseurs, les partenaires économiques. C'est ce genre de personnes qui font en fait du business avec la société qui est placée en procédure collective. Eux, ils vont être impactés de plein fouet par l'ouverture d'une procédure collective. Alors déjà, juste pour situer une procédure collective, le principe, c'est que tous les créanciers, c'est-à-dire les gens à qui la société débitrice doit de l'argent, donc ça va être fournisseurs, partenaires, etc. Tous les créanciers sont traités de la même manière. C'est pour ça qu'on appelle ça une procédure collective, parce qu'on parle de collectivité des créanciers. Ça sous-tend 2 choses. La première, ça sous-tend que, vous n'avez pas de traitement de faveur. À quelques petites exceptions près, mais vous n'avez pas de traitement de faveur et la deuxième chose, c'est que vous avez des procédures complexes, strictes, rigoureuses à respecter. Si vous ne les respectez pas, tant pis. C'est pour ça que je dis que c'est chaud. Juste pour écarter vite fait la question de, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes client d'une société en procédure collective? Bah, c'est assez simple, faut juste voir si le contrat a fini d'être exécuté ou pas. Je pense notamment à l'exemple d'une société qui est placée en une société dans le BTP qui doit faire des travaux chez vous ou quoi que ce soit, qui est placée en redressement judiciaire. Tant qu'elle n'est pas en liquidation, par principe, l'activité, elle continue. Donc logiquement, la société continue à venir sur le chantier, continue à avancer les travaux, voire les finir. La question va se poser un peu plus si elle est en liquidation. Si elle est en liquidation, par principe, normalement, l'activité s'arrête. Donc, le chantier n'est pas fini et c'est pas la peine d'essayer de tenter quelque chose pour que la société vienne finir le chantier, c'est mort. La société n'existe plus. Éventuellement, ça arrive, vous pouvez avoir le tribunal qui va autoriser une poursuite d'activité pendant quelques mois, justement pour finir les chantiers, aussi pour pouvoir récupérer les dernières factures qui manquent et ainsi payer un maximum de créanciers. C'est pas tout le Mmh. temps, ça arrive. Si ça arrive, tant mieux, mais si ça arrive pas, tant pis. Donc ça, c'est vraiment le sort des clients, c'est assez simple et méchant. Soit la société, elle est encore en état de finir le contrat, de finir d'exécuter le contrat, auquel cas elle finit d'exécuter, soit elle est liquidée sans poursuite d'activité, auquel cas elle disparaît purement et simplement et votre contrat est rompu, pour faire simple. Non, le gros du sujet, c'est vraiment la question des créanciers, des partenaires économiques, des fournisseurs. Il y a 3 points de vigilance. Quand vous avez, l'un de vos clients, vous êtes une société, vous êtes le fournisseur d'une autre société, si cette société fait l'objet d'une procédure collective, on rappelle, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, vous avez 3 sujets à traiter et il faut impérativement les traiter. Donc on va les prendre succinctement, mais la première c'est la question de la déclaration de créance, le deuxième c'est la question de la poursuite du contrat et la troisième c'est la revendication éventuelle, de votre propriété. Mais du coup, comment on sait qu'une, société se trouve dans cette situation? Alors ça, on pourra en discuter peut-être un petit peu à la fin de notre épisode. Comment vous le savez? En fait, c'est publié. Quand une société est placée en procédure collective, vous avez une publication qui est faite sur ce qu'on appelle le BODAC. C'est le bulletin Mmh. officiel des annonces civiles et commerciales que vous trouvez sur internet. Vous rentrez le sirène de la société, ça vous permet de savoir si, un jugement d'ouverture a été prononcé ou pas. Et vous avez aussi l'info de quelle typologie de procédure est ouverte. Si c'est une sauvegarde, c'est bon signe, parce que ça veut dire que votre société, elle est pas en train de faire faillite, elle anticipe des difficultés. Si c'est un redressement, OK, ça veut dire qu'elle va essayer de poursuivre son activité, mais qu'elle est pas certaine d'y arriver. Si c'est une liquidation, c'est mort. Donc Ouais. au moins, vous avez cette information-là. Mais ça fera aussi l'objet, d'un process qu'il faut mettre en place, surtout si vous commencez à avoir, je veux dire, si vous avez 3-4 clients dans l'année qui font, des procédures collectives, mettez en place un process, parce que ça fait beaucoup quand même. C'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les 4 matins et quand on le rencontre, ça peut avoir des conséquences assez graves sur vous. Donc il faut le prendre au sérieux et il faut y faire très attention. Ça en fait, à partir du moment où vous avez un process de recouvrement, parce que la première chose que vous voyez, on peut le traiter, tout de suite, Marc, si vous voulez, c'est assez simple. En fait,
Quand vous avez un client qui ne vous paye pas, vous mettez en place un process de recouvrement. Donc, relance, amiable par téléphone, ensuite relance par courrier recommandé, ensuite mise en demeure, éventuellement faire appel à votre avocat pour qu'il fasse un petit courrier de mise en demeure en tête. Des fois, ça débloque la situation. Mais quand vous en commencez à en être là, que ça fait 1 mois, 2 mois que la société ne vous paye plus, commencez à faire des checks réguliers sur le Bodac avec le numéro sirène de votre client pour vérifier qu'il est pas en procédure collective. Parce que s'il vous paye pas, c'est peut-être parce qu'il ne peut plus vous payer Mmh mh. et ils ne vous préviennent pas forcément. À vrai dire, ils vous préviennent même rarement que vous êtes en procédure collective. Bah, en général, il a autre chose en tête, hein, ouais. Alors oui, il a autre chose aux tête et aussi, ça je n'irai pas jusqu'à dire que des fois c'est fait à dessein, mais simplement, en tout cas, c'est pas fait. Voilà. Donc Hein, c'est à vous de le faire, c'est à vous de prendre cette responsabilité parce que si vous ne le faites pas, c'est à vous qu'on va le reprocher. hein. Mmh. Donc je le disais, 3 sujets. Premier, c'est la déclaration de créance. C'est le sujet le plus simple. Ça reste pas forcément facile à appréhender, mais c'est le sujet le plus simple des 3. L'idée, c'est que à partir du moment où la procédure est ouverte, on appelle ça le jugement d'ouverture, ça a une date. Toutes les créances qui sont nées avant cette date. Donc toutes, les factures impayées qui sont antérieures à cette date, toutes les prestations qui sont réalisées antérieures à cette date, tout ça, toutes ces créances-là, on va les mettre dans un sac. On les met de côté. L'idée, c'est de voir si la société, elle est capable de vivre sans ces dettes ou pas. Pendant, une période qui va aller de, 6 mois à 18 mois maximum. On détermine si la société est capable de continuer à vivre. Si elle est capable de continuer à vivre, le sac, on le prend et on l'étale sur un plan de redressement qui va aller jusqu'à, 9 ans pour pouvoir payer les dettes. Sauf que pour être payé dans le cadre de ce plan de redressement, il faut que vous avertissiez la procédure que la société vous doit de l'argent. C'est ça, la déclaration de créance. Vous indiquez que telle société débitrice est débitrice envers vos créanciers d'un certain montant d'argent. Attention, c'est l'argent qu'elle vous doit antérieurement à la procédure collective, à l'ouverture de la procédure collective. Mais par exemple, si vous avez un contrat de location, ce sera aussi les créances à échoir, tous les loyers qui vont arriver. Attention à ne pas l'oublier ça, c'est important parce que vous devez le déclarer aussi. Donc vous déclarez ces créances, échues à l'échoir, et vous devez le faire dans un délai de 2 mois à partir de la publication au Bodac. Qui est court. Ce qui est court, c'est pas le plus compliqué à faire parce que vous le déclarez par courrier recommandé, vous indiquez simplement, que vous donnez des informations, relatives à votre société, histoire qu'on puisse vous identifier. Vous dites: «Voilà, la société, machin qui est placée en redressement judiciaire me doit tant». Vous donnez les justificatifs, vous l'envoyez par courrier recommandé et on est tranquille. Hem, c'est pas le plus compliqué et vous l'envoyez bien au mandataire judiciaire. Attention, vous l'envoyez à la bonne personne, hein. Sachant que l'adresse du mandataire judiciaire, vous l'avez dans la publication du jugement au Bodac, vous avez son adresse de marquée. Vous avez cette info-là et vous utilisez bien cette adresse-là. Hem, 2 mois, c'est court. On peut réussir à augmenter ce délai à 6 mois. C'est pas facile. Ça et là, pour le coup, ça demande un minimum de doigté juridique parce qu'il faut faire une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire. Autant vous dire que c'est pas, c'est quelque chose où là, vous appelez votre avocat. Loin d'être simple à faire, ça demande des frais en plus. Au-delà des honoraires de votre conseil, il va y avoir aussi des frais pour saisir le tribunal parce que le juge commissaire, c'est un juge au sein du tribunal de commerce. En fait, c'est le juge qui est garant de la, de qui va, regarder la procédure, ce sera l'interlocuteur dans le cadre de la procédure. C'est un peu un Mmh. juge détaché du tribunal de commerce pour pouvoir accompagner le débiteur dans le cadre de cette procédure. Donc c'est lui qui va être un peu le juge référent. Je schématise, voilà, grossièrement, mais c'est pour que ce soit plus simple à comprendre. Il n'en demeure pas moins un juge. À partir du moment où vous faites une requête en relevé de forclusion pour avoir un délai de 6 mois, forcément, ça va générer des frais. Autant l'anticiper le plus tôt possible pour que ce soit fait à moindre coût, parce que vous partez d'un recommandé qui vous coûte, bah, le prix d'un recommandé à, une requête en relevé de conclusion, pardon, avec, peut-être 100-200 € de frais de saisine du tribunal de commerce, plus les honoraires de votre avocat, plus éventuellement des conclusions si jamais le débiteur, s'oppose, à votre créance parce que le débiteur, peut contester la créance. On pourrait très bien dire: «Non, je vous dois pas tant» et là, il va y avoir un débat qui va devoir se faire avec des débats qui sont compliqués. Dans ce cas-là, appelez votre conseil, parce qu'on rentre dans des débats qui sont compliqués. Toujours est-il que répondez, toujours répondre, toujours respecter les délais et faire attention à ces délais. Vous voyez, rien d'extrêmement compliqué, juste attention à, bien le faire dans un délai de 2 mois et à être rigoureuse aussi sur la justification de la créance. Ça, c'est la déclaration de créance. C'est pas le plus compliqué. Ensuite vient la question de la poursuite du contrat. Alors, déjà un truc sur lequel il faut être très clair. À partir du moment où la société avec laquelle vous avez un contrat, vous êtes cocontractant, est placée en procédure collective, quelle qu'elle soit, le contrat se poursuit.
Peu importe que dans votre contrat, il y ait une clause qui indique que, en cas d'ouverture d'une procédure collective, il y a une résiliation automatique du contrat, cette clause ne vaut rien. Le contrat se poursuit par principe. Ça, c'est important de le savoir parce que ça veut dire que d'une part, vous devez continuer à exécuter le contrat. Ça veut aussi dire que d'autre part, la société est censée continuer à vous payer. Tout ce qui devait être payé avant la procédure collective, avant le jugement d'ouverture, on le met de côté. C'est déclaré dans le cadre de il y a une déclaration de créance, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Par contre, tout ce qui est après, la société est censée vous payer à échéance. Qu'est-ce qui se passe si elle ne le fait pas? Si elle ne le fait pas, je vous le donne dans le mille, c'est mort. Vous ne serez pas payé. Ce qui veut dire Mmh. que, on peut que vous soyez dans le cas, vous soyez dans la situation où la société, elle sait qu'elle n'a pas les moyens d'honorer ce contrat, il faut y mettre fin. Et pour y mettre fin, il n'y a pas 36 solutions. Vous devez mettre en demeure le débiteur et le mandataire judiciaire et ou l'administrateur judiciaire, attention avec l'interlocuteur, c'est important, de se positionner sur la poursuite ou la résiliation du contrat parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent décider. Vous faites par courrier recommandé, il n'y a pas de délai, mais le plus tôt le mieux parce que plus vous attendez, plus le contrat va continuer à exécuter, plus potentiellement vous prenez un risque que le débiteur ne vous paye pas, plus vous perdez de l'argent. Faut faire ça. Et on n'a pas le droit d'envoyer des copains musclés, c'est ça, hein? Non, vous envoyez pas des copains musclés, non. Alors, ça peut être tentant et vous le verrez surtout sur le troisième point, ça peut être très tentant d'envoyer des copains musclés. Je vous le déconseille fortement parce qu'on va venir chercher votre responsabilité. Donc, tentant mais non. Surtout quand, c'est juste un courrier recommandé. Donc courrier recommandé, demandez, de se positionner sur vous mettez en demeure plutôt de se positionner sur la poursuite et ou la résiliation dans un délai d'un mois. En gros, un mois, on vous dit si oui, on poursuit, si non, on résilie et de toute façon, si on ne vous répond pas, c'est résilié de plein droit et vous joignez évidemment, les échéances, prévues du contrat pour que le mandataire judiciaire puisse aussi se positionner sur: «Oh là, est-ce que j'ai les moyens de poursuivre le contrat ou pas? Est-ce que j'ai la trésorerie nécessaire pour poursuivre le contrat?» Si on vous dit non, bah, le contrat est résilié. Si on vous dit non, on résilie le contrat. Le contrat est résilié, on se pose plus de soucis. Si on vous dit oui, là, ça veut dire que le contrat va devoir se poursuivre. Ça veut dire que, en théorie, le mandataire judiciaire et le débiteur se sont assurés qu'ils ont les fonds et la trésorerie nécessaires pour continuer à exécuter le contrat. C'est pas forcément le cas, parce que vous pouvez avoir des situations qui évoluent aussi. Donc là, sur ce point-là, attention, attention, parce que soit vous êtes un peu prisonnier de la situation. Vous êtes obligé de poursuivre le contrat, vous êtes obligé de continuer à exécuter. En face, potentiellement, il va arrêter de vous payer. Soit votre contrat il est bien rédigé, et ça fait partie de tous les process que vous mettez en place en amont, quand vous faites signer des contrats, vous faites en sorte que le contrat soit bien rédigé. Soit votre contrat il est bien rédigé et il prévoit une clause résolutoire. Donc là, on peut se sortir de cette situation en résiliant le contrat nous-mêmes. Soit c'est pas prévu dans le contrat. Et là, ça devient excessivement plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que vous demandiez au mandataire judiciaire de saisir le juge commissaire. S'il ne le fait pas, c'est à vous de saisir le juge commissaire vous-même d'une demande de résiliation du contrat. Ça peut être long. Mmh. Attention avec ça, c'est un point qui est quand même important. Faire attention, le plus tôt c'est traité, le mieux, parce que aussi bien le mandataire judiciaire ou le débiteur, soit va vous dire OK, on résilie parce qu'on n'a pas la trésorerie nécessaire pour continuer, soit va vous dire, soit ne va même pas vous répondre, auquel cas on a traité le sujet, votre contrat est résilié, et au moins vous limitez la casse. C'est important de faire attention à ça. Ouais, ouais, ouais. Troisième sujet, le plus important, et celui-là je vais être franc, hein, le traitez pas vous-même. Faites appel à un conseil. C'est trop touchy et ça peut avoir des conséquences qui sont trop grandes pour prendre le risque de le faire soi-même et de le louper. C'est la question de la revendication. Pour Imaginons, pourtant en France, on sait revendiquer, hein. En France, on a d'habitude, on sait revendiquer. on sait revendiquer, le problème c'est que là, il y a un formalisme à respecter. Non, il y a une Aïe. procédure, il y a un formalisme à respecter. Si vous ne le faites pas, c'est bête et méchant, c'est foutu pour votre bien. Mmh On va mh. être concret. Imaginons que, vous louez, allez, des photocopieurs ou même des véhicules à une société. Cette société est placée en redressement judiciaire. Vous avez 3 mois à partir de la publication du BODAC pour revendiquer votre propriété. C'est-à-dire aller voir le mandataire judiciaire et lui dire: «Bonjour, le bien qui est entre les mains du débiteur là, qui est en redressement judiciaire, m'appartient». Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va avoir un inventaire qui va être fait, notamment dans le cadre d'une liquidation. On va inventorier les, biens qui sont entre les mains du débiteur. L'idée, c'est qu'on va les revendre après. Donc vous devez, dans le délai de 3 mois, indiquer que non, attention, ne prenez pas ce bien-là parce qu'il n'appartient pas au débiteur, il m'appartient à moi. Si vous ne le Vous avez faites eu le pas, cas avec, des c'était des imprimantes, hein, si je me souviens bien. des imprimantes, tout à fait, si vous ne le faites pas, peu importe que vous soyez propriétaire du bien, de toute manière, ce sera même pas le débat. Peu importe que vous puissiez, vous arrivez, allez, au-delà des 4 mois, vous revendiquez,
vous revendiquez, 4 mois plus tard, vous n'avez pas respecté le délai de 3 mois. Vous arrivez avec des preuves, mais irréfutables de votre propriété, quelque chose qui est impossible à contredire. On va vous dire: «C'est bien, je m'en fous». Parce que quand vous n'avez pas revendiqué votre propriété dans le délai de 3 mois, c'est pas que vous n'êtes pas propriétaire, c'est que votre droit de propriété est inopposable à la procédure. Ça veut dire que le bien fait partie du gage général des créanciers, que si la société part en liquidation, il sera vendu pour désintéresser les créanciers, selon leur hiérarchie, leur ordre de paiement. Et vous n'êtes jamais le premier, puisque le premier, déjà, par principe, c'est les salariés. Ensuite, vous allez avoir le tribunal, vous allez avoir les créanciers privilégiés, et c'est jamais vous. Vous, vous êtes en 90 voire 99 des cas, le créancier chirographaire, c'est-à-dire le dernier payé. Donc, c'est-à-dire que le bien que vous avez acquis cher, sur lequel vous investissez parce que vous allez vouloir l'amortir, vous l'immobilisez ce bien. Potentiellement, vous l'avez acquis avec un financement bancaire, donc vous payez chaque mois des échéances. Ce bien, vous n'allez pas le récupérer, il va être vendu et c'est pas vous qu'on va payer avec. Et potentiellement, comme c'est le cas dans la majorité des cas, en liquidation, il n'y a pas suffisamment d'actifs pour pouvoir payer tous les créanciers, donc vous allez même pas être payé. Mmh mh. Vous voyez un petit peu l'importance de la chose, quoi. Ouais, Donc, ouais. 3 mois pour revendiquer. C'est pas juste 3 mois, ça serait trop simple. Il y a 3 délais qui se superposent. Vous avez 3 mois pour revendiquer. Revendiquer, c'est envoyer un courrier recommandé à la bonne personne, s'il vous plaît, en indiquant: «Bonjour, je suis propriétaire de ce bien, si je joins les justificatifs, j'en revendique la propriété et éventuellement, je demande la restitution». Je reviendrai sur la question de la restitution plus tard. Je revendique la propriété de mon bien. À partir du moment où vous avez envoyé ce courrier, le mandataire judiciaire, parce que c'est lui là dans la plupart des cas, le mandataire judiciaire a 1 mois pour vous répondre. J'ai bien dit, vous répondre. Le cas classique qu'on voit, c'est quand vous envoyez un courrier de mise en demeure en disant: «Bonjour, j'ai tel contrat conclu avec cette société. Merci de vous prononcer sur la poursuite ou la résiliation de ce contrat et soit dit en passant, je suis propriétaire du bien qui est fourni dans le cadre de ce contrat, donc je revendique également la propriété». Génial! Vous avez fait ça dans les délais, mettons que vous l'ayez fait dans le délai de 3 mois. Tout se passe bien, vous avez envoyé un courrier 2 en 1. Le mandataire vous répond dans un délai d'1 mois en vous disant: «Je prends acte du courrier, pas de souci, on poursuit le contrat» et il ne vous dit rien sur la revendication. Ça veut dire qu'il ne vous a pas répondu. Et un coup de fil pour vous dire: «Oui, il y a pas de souci, de toute façon, on a bien pris note que le bien vous appartient». Non, un écrit, toujours un écrit. Et il Ouais. faut il vous dise si oui ou non, il acquiesce à la revendication. Oui, il acquiesce à la revendication, aucune difficulté, vous pouvez récupérer le véhicule pour peu qu'il y ait pas d'obstacle à la restitution, typiquement un contrat en cours qui est poursuivi. Non, je n'acquiesce pas à la revendication, bah, comme ça, c'est clair. Attention, s'il ne vous répond pas. Parce que le délai continue à courir. Et si il vous dit non ou il ne vous répond pas, vous avez un troisième délai d'1 mois à partir de non ou absence de réponse dans le délai d'1 mois pour saisir le juge commissaire afin qu'il prenne acte de votre revendication et qu'il ordonne, le cas échéant, la restitution du bien. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la procédure de revendication, donc la revendication entière tombe. Même si vous avez fait tout, si vous avez envoyé un courrier dans les 3 mois, qu'on ne vous a pas répondu et que vous n'avez jamais saisi le juge commissaire alors qu'il est clair pour tout le monde que vous êtes propriétaire du bien, y compris pour le débiteur et le mandataire, c'est mort, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Mmh mh. Donc attention avec ça, c'est bête et méchant. Il y a une procédure à suivre, des délais à suivre, un formalisme à respecter. Si vous ne le faites pas, c'est terminé. C'est une procédure collective. Il n'y a pas de faveur qui vous est faite. D'accord, ouais. Et les enjeux peuvent être énormes. Mmh. Ben, si on commence à louer des voitures, oui, ou Bien même des sûr. imprimantes, si ça l'entreprise est un peu grande, ça peut coûter cher. Non, mais truc tout bête, vous louez un tractopelle. Enfin, je veux dire, vous en avez plein de sociétés qui louent du matériel de chantier, etc. Vous louez un tractopelle. Ça coûte quand même quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros un tractopelle. Vous louez un tractopelle, vous avez oublié de le revendiquer parce que vous êtes pris dans plein de trucs, parce que vous n'avez pas les process, parce que vous avez pas, ou alors parce que vous vous êtes trompé, parce que le mandataire judiciaire vous a pas répondu, ou la réponse était ambiguë, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas saisi le juge commissaire dans les délais. Bah, votre tractopelle, vous le récupérez pas. C'est Et dommage. attention, on peut aller sur des enjeux encore plus loin, hein. Qu'est-ce qui se passe quand vous oubliez de revendiquer un avion? Alors, le cas est plus rare, certes, Je pense et bon, organiser dans ces je cas-là. et puis je suppute qu'il y a des techniques sur, parce qu'en fait, vous pouvez outrepasser la question des délais. Si votre contrat est publié, ça fait partie des process que vous mettez en place bien en amont des procédures collectives. Ouais. Je suppute que des contrats de cession d'avion, doivent faire l'objet d'une publication quelque part. Et encore, c'est de la supposition, ça serait à vérifier, mais toujours est-il que les enjeux sont énormes.
Et les enjeux sont d'autant plus énormes que quand vous louez, allez, même sans parler d'un tractopelle, une camionnette. Une camionnette, ça peut vite faire, 20 000, 30 000 €. Vous louez une camionnette, 20 000, 30 000 €. Vous vous loupez sur la revendication, votre camionnette, vous lui dites adieu. Ça vaut peut-être le coup d'appeler votre conseil, de pas le faire par vous-même, de payer 300-500 € en fonction des des dossiers pour Mmh. récupérer un bien qui en vaut 30 000 et s'assurer qu'on vous le récupérez bien. Et attention, avec tout ce qui est IA, ChatGPT, Gemini, c'est très bien, c'est de très bons outils, on les utilise au quotidien. Ils se plantent sur ce genre de sujet. C'est touchy, c'est technique, c'est trop factuel pour pouvoir le déléguer à une IA. Ça ne remplacera jamais, l'intervention d'un conseil. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donne, le faites pas seul. À la limite, la déclaration de créance, si les enjeux, c'est 1 000 €, faites-le vous-même. La mise en demeure, s'il y a pas de difficulté et que vous avez, des process qui sont un peu carrés, que vous êtes rigoureux, pourquoi pas? C'est juste, faites-le le plus en amont possible. La revendication, faites attention. C'est trop dangereux. J'ai trop de clients qui viennent me voir en disant, «Ouais, j'ai revendiqué, j'ai eu un petit loupé ou j'avais pas compris qu'il fallait saisir le juge commissaire, j'ai pas compris quel juge commissaire fallait saisir et puis de toute façon, je sais pas le faire et j'ai envoyé un courrier au tribunal, fallait procéder par requête, j'ai pas compris». Les enjeux sont trop grands. Donc là, faites-vous accompagner. Oui, puis c'est, ce qu'on disait, c'est qu'il y a, enfin, il y a des aspects, qu'on peut pas inventer. Il y a des termes juridiques, des délais. Si on n'est pas du métier, on va se mettre dedans, quoi. Bon, si vous êtes pas du métier, vous suivez pas. Enfin, même nous qui sommes du métier, c'est pas simple, hein. Mmh mh. C'est quelque chose où on reprend les textes chaque fois pour vérifier, on revérifie, moi je triple check à chaque fois pour être sûr que, attention dans cette procédure de redressement judiciaire avec laquelle il y a un administrateur, le courrier de mise en demeure, il faut bien l'envoyer à l'administrateur avec copie conforme du mandataire judiciaire. Ouais, Vous ouais, voyez? C'est des points de vigilance super particuliers, sur lesquels il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Si vous êtes pas du métier, je vois pas comment vous pouvez le savoir. Alors vous avez des sites internet qui sont super bien faits. Typiquement le site du service public est bien foutu, il est clair, pour autant, ils font pas le travail à votre place. ouais, Donc c'est bien que vous avez pas forcément, trop de moyens ou que les enjeux sont pas énormes. Si on parle, d'une location, d'un photocopieur, si vous avez amorti 50 fois qui vaut 200 €, oui, bah, faites-le, essayez de le faire vous-même avec, un croisement entre, le service public, entre, plusieurs IA que vous challengez et vous essayez de faire attention. Et vous retenez que faut relancer toujours et s'il y a pas de si on vous donne pas de réponse, est-ce que ça vaut vraiment le coup de saisir le juge commissaire? J'en suis pas certain, surtout pour un photocopieur à 200 €. Donc voilà, c'est un arbitrage qui est à faire. Mais ça reste 3 sujets qu'il faut absolument traiter parce que si vous en loupez un, bah, vous ça peut avoir des conséquences qui sont importantes et des fois, ça a des conséquences qui sont insoupçonnées et je dis bien toujours traiter ces 3 sujets, vous positionner sur les 3 sujets et pas en écarter un en vous disant: «Non, ça me concerne pas». Vous avez par exemple, truc tout bête, vous avez un contrat de vente. Vous avez vendu quelque chose à une boîte. La boîte est placée en redressement judiciaire et mettons qu'elle devait vous payer selon des échéances. Vous faites un échéancier de paiement. L'une des techniques contractuelles que nous on fait, en tant qu'avocat, ça serait par exemple de mettre une clause de réserve de propriété. Ça veut dire qu'en gros, le bien, vous l'avez vendu, mais le débiteur n'en est propriétaire qu'à partir du moment où il a fini de vous payer. C'est le coût classique, par exemple, vous achetez un téléphone avec un abonnement chez Free, Bouygues et cetera. C'est le truc classique. C'est en gros, le téléphone ne vous appartient pas vraiment, vous n'en êtes pas propriétaire tant que, vous, n'avez pas fini de payer le dernier montant d'échéancier. mmh, mmh mh. Bah, typiquement, en cas d'une procédure collective, ça peut être intéressant parce que pour autant que pour peu que vous vendiez un véhicule ou un bien qui a un peu de valeur, vous mettiez un échéancier, ça vous permet de vous prémunir parce que si la société ne vous paye pas et ben, vous pouvez revendiquer la propriété du bien et dire: «OK, vous m'avez pas payé, pas de souci, je récupère le bien». Ouais, ouais, ouais. Par contre, ça veut aussi dire qu'il faut faire toute la procédure, de revendication. Mmh mh. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'anticipe en amont, déjà pour savoir si vous avez une procédure collective ou pas. 15 du temps, si ce n'est 99 du temps, en fait, vous allez avoir, des impayés, ça part de là. Ça m'est arrivé une fois qu'on se rende compte au bout de 5 mois que, on avait, le débiteur d'un de mes clients était en procédure collective parce qu'en fait, le mec payait. Cocasse, ça arrive quasiment jamais et en fait, il payait chaque échéance rubis sur l'ongle et c'est, un coup de fil où mon client a discuté d'un truc avec la société débitrice, où il y a eu une parole malencontreuse, où on nous a indiqué l'existence d'un mandataire. On a commencé à relever la tête en disant: «Comment ça mandataire?» Et on a appris qu'il était en procédure collective. Je vous cache pas que on s'est senti un peu idiot et heureusement qu'on s'en est aperçu parce que du coup, ça nous a permis de déclarer notre créance. Pas de revendication à faire, tant mieux. Bon, on a mis en demeure, le contrat a été poursuivi, il y a pas de difficulté et aujourd'hui, il paye. Mais dans 99 des cas, ça va être un impayé. Si vous avez un process de recouvrement, intégrez dans ce process
un petit check sur le Bodac de temps en temps. À chaque relance, vous checkez vite fait s'il y a pas une publication. S'il y a une publication, on passe sur le process, procédure collective. Ou alors vous refilez le bébé à votre, conseil, c'est lui qui gère, il sait faire et vous aussi vous vous libérez de ce poids de: «Oh là là, est-ce que j'ai bien respecté chacun des délais des 3 sujets?» sachant qu'il y a plusieurs délais au sein d'un même sujet. Ça vous permet aussi, c'est aussi un peu votre tranquillité qui est en jeu et le fait que vous puissiez vous concentrer sur autre chose que des impayés et autre chose que des galères avec un mandataire judiciaire. Oui, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est, l bon, quand c'est des petits montants, à la rigueur, la tranquillité vaut mieux. On parle d'un photocopieur, Mmh, on laisse filer, puis voilà, ça vaut pas la bataille. Et puis mmh, après, justement, il vaut mieux qu'on passe du temps à développer son entreprise et puis passer ça à son avocat. Au final, moi, il y a des choses justement juridiques où, j'avais délégué, des rédactions de contrats parce que mmh. j'ai pas envie de me prendre la tête, à me casser la tête justement. Et voilà, il y a des gens, les professionnels de la profession qui vont gérer ça et moi, je m'occupe de d'autres choses qui sont plus importantes pour moi. C'est clair parce qu'il y a au-delà de la dimension, financière qui est vraiment l'aspect très important dans ce qu'on est en train d'aborder comme sujet, il y a un aspect quand même, psychologique et énergie du dirigeant de la société créancière qui n'est pas à écarter. Enfin, à ce que vous soyez dans un groupe où vous avez des services de recouvrement qui sont dédiés, où les mecs, c'est littéralement leur travail et ils s'en formalisent pas. Moi, j'ai quand même pas mal de dirigeants qui viennent me voir en disant: «Mais j'ai 300 clients, il y en a 10 qui me font chier et ils me prennent 80 de mon temps». Oui, 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 ouais. Ça fait partie aussi du fait que vous allégez votre esprit et ce 80 du temps, vous le réduisez à, je sais pas, 20 et encore et vous passez les 60 de points de les 60 points de pourcent de temps à faire autre chose, à développer votre clientèle, à vous assurer que ça se passe bien. Parce que vous allez avoir un client qui va être en redressement judiciaire, qui va vous faire chier, qui va, pour peu que vous ayez pas des bons rapports avec le mandataire judiciaire, ça va être encore pire. Vous allez revendiquer un véhicule, on va venir contester la propriété du véhicule, on va venir contester votre créance, on va dire: «Mais en fait, mal été fait» et cetera. En fait, ça va vous bouffer une énergie monstrueuse. Des Mmh. fois, ça vaut le coup de le déléguer, de aussi partager le fardeau, et la charge mentale de la procédure collective avec quelqu'un dont c'est le travail et qui va pouvoir vous conseiller, vous rassurer et vous dire: «Non, non, mais là, quand il vous dit qu'il conteste l'intégralité de votre créance, c'est bidon, donc on va lui tomber dessus. Mmh Ou mh. alors, qui votre conseil qui va vous dire: «Non mais, sur la créance que vous déclarez, il y a quand même un certain nombre d'indemnités de résiliation, ça s'apparente à des clauses pénales. Le juge, le commissaire a un pouvoir modérateur. Bref, il peut réduire le montant de la clause s'il le souhaite. Vous pouvez d'ores et déjà arrêter de vous prendre la tête sur la question parce qu'il y a une probabilité que ce soit réduit». Mmh. Au moins, vous êtes fixé et vous arrêtez de vous dire: «Oui, mais je vais contester». Vous êtes fixé et là, on vous dit: «Bah, il y a un risque, ça, c'est assuré, ça ne l'est pas. Le montant qui est assuré, on va l'avoir, le montant qui est pas assuré, on va le négocier» ou alors on va essayer de l'argumenter pour avoir le plus possible. Mais au moins, cette charge mentale, ce n'est pas vous qui la portez tout seul. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on disait dans notre dernier épisode, il faut en parler et il faut, aussi faire un travail collectif avec une équipe, avec des conseils. Littéralement, les conseils, ils sont là pour ça, Mmh. mais il faut pas, vous prendre la tête tout seul. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a fait le tour là, non? Alors on a fait le tour, sur cette question très Ah particulière oui. dont on faisait le lien et voilà, on pourrait parler longuement de tous les processus qu'on pourrait mettre en place, en amont, Ouais. mettre une clause résolutoire qui soit carrée dans un contrat, vérifier dans les contrats de vente, pourquoi pas, s'il y a une clause de réserve de propriété, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On peut mettre en place des modèles types. On peut mettre en place des modèles types de revendication, de mise en demeure, de déclaration de créance. C'est possible. En fait, on peut faire un travail en amont des procédures collectives pour que le jour où vous êtes confronté à ça et ça arrive, je me souviens plus quel chiffre vous donnait le dernier épisode, mais 70 000, procédures collectives par an. Donc Je ça crois arrive et ça peut-être n'arrive pas qu'aux autres. ouais, ouais, de cette année, enfin 2025 si je me souviens bien, ouais. 2025, ça arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres pour que le jour où vous êtes face à ça, en fait, ça roule. Juste, C'est peut-être pas une dernière question, oui. on a utilisé un gros mot, une clause, résolutoire, pour qu'elle soit à peu près correctement ficelée, ça se présente comment? Ah, il faut des conditions. Il faut D'acc l'enfermer dans des conditions. Alors c'est pas très compliqué à partir du moment où, vous avez un contrat à exécution successive, typiquement un contrat de location, mmh mh. ça pourrait être, parce qu'il faut bien que vous ayez mis un article sur les obligations, hein, du locataire, notamment le fait de payer des loyers à échéance. Donc vous pourriez très bien dire dans la clause résolutoire, bah, le fait de ne pas payer un seul loyer à échéance, si il n'y a pas d'exécution après une mise en demeure moyennant un délai de 8 jours, c'est résilié de plein droit. Attention, il faut quand même une mise en demeure. Ça, c'est des conditions qui sont posées par le code civil, on ne peut pas y échapper. Puis de toute façon, vous prenez un risque si vous le faites sans mise en demeure, c'est-à-dire que vous résiliez d'office. C'est pas une bonne idée. Non, vous donnez les cas dans lesquels on peut résilier, à savoir, une inexécution d'une des obligations de la part du locataire. Vous pouvez faire large comme ça, c'est quand même mieux quand vous indiquez les différents cas.
en essayant de rester un petit peu général pour pouvoir tout englober. Essayez de faire cet effort de précision et vous dites que voilà, s'il n'y a pas, d'exécution dans un délai, de 8 jours suivant une mise en demeure de s'exécuter, résiliez. À partir de là, vous envoyez une mise en demeure. Lisant la clause résolutoire, par pitié, vous dites: «Attention, en termes de tel article de notre contrat», vous faites un copier de la clause résolutoire, vous vous faites pas chier, vous l'insérez dans votre courrier, vous dites: «Vous n'avez pas, payé, telle échéance de loyer, vous avez 8 jours pour la payer, sinon heureusement, le contrat est résilié». C'est pas si compliqué que ça, en fait, une fois que, vous avez la chose en main, mais par contre, il faut le faire correctement dès le départ. Il faut partir d'une bonne base, en fait. Une dernière chose, alors on vous retrouve, sur LinkedIn et vous me disiez le des fois, il vaut mieux vous passer un coup de fil et vous expliquer la Ouais. situation, parce que c'est le premier coup de fil, bah, c'est offert. C'est ça, hein. Le fait que vous m'indiquiez votre situation et que, je me penche sur, votre dossier, c'est pas quelque chose que je pour lequel je demande des honoraires. Je demande des honoraires qu'à partir du moment où j'interviens, si je dois vraiment faire une consultation juridique pure, c'est-à-dire une analyse juridique vraiment de votre situation, parce que vous me demandez un retour sur votre situation, parce que je dois rédiger un courrier, quoi que ce soit. Oui, forcément, mon intervention, je ne peux pas la faire gratuitement et puis de toute façon, c'est pas je ne suis pas autorisé à intervenir gratuitement. Mais rien que me passer un coup de fil pour, me dire: «Voilà, je suis dans telle situation, qu'est-ce que vous en pensez?» évidemment, ça ne vous coûte rien et j'ai une fiche Google, donc mon numéro de téléphone, vous le trouvez sans problème. D'accord et ben, on effectivement, je trouve ça vaut le coup des fois de juste passer un coup de fil, voir ce qu'on peut Mmh. faire, ce qu'on peut pas faire et ça permet de clarifier la situation ou c'est grave, c'est pas grave. C'est ça, ne serait-ce que pour pouvoir, vous rassurer en vous disant: «Voilà, je loue des voitures, j'ai une société qui est en redressement, oh là là, qu'est-ce que je fais?» ne serait-ce que pour au moins, si après vous me mandatez ou pas, mais si vous me mandatez pas, au moins je peux vous dire grosso modo comment ça marche Ouais et et ben, après si vous me mandatez, tant mieux, je m'en occupe et vous vous prenez pas la tête. très bien. Ben, merci beaucoup Nemo, pour ces 2 épisodes. Bah, merci à vous Marc de m'avoir invité. C'était vraiment intéressant, alors moi, c'est pas tellement des types, de process que je traite. Je suis un peu en amont plutôt, en gros, ça va ou c'est jouable. Mais en tout cas, c'est important à savoir, que, bah, quand on se retrouve dans cette situation, bah, il y a des choses à anticiper, il y a des formalismes, avec lesquels on rigole pas et Tout à fait. qu'il faut les ré Tout à fait. En fait, vous avez le formalisme sur lequel, une fois que vous êtes dedans, faut faire attention. Formalisme, rigueur, on a des délais, faut les respecter. C'est bête et méchant, mais il faut absolument les respecter. Mais s comme vous l'indiquez, en fait, on en a des process qui se mettent en place en amont de ce genre de situation. Vous voulez résilier un contrat parce que, vous avez mis en demeure le mandataire de se positionner sur la poursuite ou non du contrat. Il vous dit: «Oui, je poursuis» et après vous êtes enfermé dans un contrat que vous ne pouvez pas résilier vous-même parce que vous n'avez pas de clause résolutoire. C'est dommage. Si on l'avait anticipé avec un process notamment, un micro audit où on prend le contrat, on le relit, on dit: «Bah, ça c'est bien, ça c'est amélioré, ça on peut le faire comme ça» ou «Ça plutôt formulez-le comme ça vous servira». Bah, ça vous enlève une épine du pied. Vous vendez quelque chose ça, avec un échéancier parce que c'est ce que vous faites habituellement, parce que le prix est assez élevé donc régulièrement vous faites des échéanciers. Heu, vous mettez une clause résolutoire. Une clause résolutoire, une clause de réserve de propriété, pardon. Ça vous pareil, ça vous sort une épine du pied. Tout ça, c'est des process qu'on met en amont. Le process du suivi de vos créances et du recouvrement de vos créances, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que en fait, vous allez vous prendre la tête avec des clients qui vous payent pas. Plus vous avez un process qui est carré, qui est clair, avec des étapes qui sont simples et qui sont vous faites, une liste, une to do list à respecter, moins vous allez vous prendre la tête, plus ça va être rapide, plus vous allez déceler une procédure collective en amont et encore une fois, plus vous allez décharger de la charge mentale. ouais, Parce ouais que vous savez où vous allez, vous savez que c'est toujours comme ça et après vous adaptez éventuellement le process en fonction de si c'est un bon client ou pas. et Mais puis je pense que Marc, vous êtes bien placé pour le savoir, plus votre process il est mis en amont et plus il est cadré et bien fait, plus c'est simple pour tout le monde. c'est aussi, poser le cerveau et puis dire: «En fait, j'exécute quoi». Il y a Complètement. je j'ai pas besoin de me poser des questions métaphysiques. Je fais ce qui est prévu et puis, je dors mieux la nuit quoi, parce que ça c'est important quoi et c'est ce qu'on voit, c'est aussi de la répercussion, bah, sur la vie de famille, la santé et cetera quoi. C'est pas juste des gros sous quoi. J'ai un client, où ça se passe mal, c'est le premier client où ça se passe mal, ça m'était jamais arrivé, j'en dors plus la nuit parce qu'en fait, j'y pense, sans arrêt et tout le temps et l'énergie que je passe avec ce client-là, bah, je passe pas à développer ma clientèle, à aller, Mmh, faire du prospect auprès de clients qui, eux, sont des bons clients et avec lesquels je travaille, mieux. mmh mh. Bah, merci beaucoup Nemo.
et c'était précis et détaillé et on vous retrouve, soit sur les fiches Google, ça sera facile à retrouver et puis en tout cas sur LinkedIn. Tout à fait. À très bientôt Marc. Au revoir. Au revoir.